m'a dit: «Qu'est-ce que tu aimes faire?» Je lui ai dit: «Le R&B». Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu sais faire?» Je lui ai dit: «Le R&B». Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Je lui ai dit: «Le R&B». Il m'a dit: «Alors on va faire du R&B». Bon, je vais pas vous mentir, je tremble un peu quand même. Quand j'étais petit, à la maternelle, là, on avait souvent des petits jeux entre potes. Et pour signifier qu'on se faisait une promesse, on avait un petit truc. On se faisait ça. Vous voyez mes doigts là, comme ça là? On se faisait ça. Et pour signifier que toi et la personne d'en face, vous étiez vraiment les meilleurs amis du monde, l'autre personne faisait ça. C'est-à-dire que c'est la promesse que vous étiez unis à vie. Et quand vraiment c'était fini, vous vous fâchiez, vous refaisiez ça. C'était la destruction totale mythique. Et donc du coup, ce que je vais vous proposer avant le début de cette vidéo, c'est de me faire la promesse. Donc du coup, voilà, vous mettez vos doigts, vous faites comme ça là, tous là, de m'écouter jusqu'au bout et de ne pas sortir mes propos de leur contexte. On est d'accord? Vous avez le temps de faire la promesse à votre tonton Stevie, grosse joue, longues oreilles et tout et tout et tout. Pour me faire la promesse, chacun fait ça, chacun passe à son tour. Et pendant ce temps, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Vous oubliez trop souvent de liker, de vous abonner. Donc pendant que chacun passe là, abonnez-vous, likez. Et cette vidéo sera à suivre comme si on défaisait un pull de grand-mère. Un pull en laine là, avec son fil rouge. Donc du coup, on va le défaire petit à petit. Vous me promettez que du début à la fin, vous n'allez pas sortir mes propos de leur contexte, parce qu'effectivement, depuis cette semaine, on le voit tous, Taiki est dans la sauce à cause de sa chanson Quand tu dors. Ce titre qui est extrait de son album Room 93, qui est sorti spécialement pour la Saint-Valentin, crée la controverse, parce qu'effectivement, beaucoup de gens pensent qu'il appelle au conjugale à cause notamment des paroles. Le texte qui est désormais affiché sur quasiment tous les médias bruts, BFM TV, gêne et est gênant. C'est-à-dire qu'on entend du pourquoi te le dire, pourquoi te prévenir, t'es tellement belle quand tu dors. Depuis, il a supprimé la chanson des réseaux, mais la polémique continue d'enfler parce qu'effectivement, la communication n'a pas été fluide. Au début, il était plutôt fier de la chanson. Il a affiché les personnes qui l'ont aimé dans la story. Ensuite, il a dit qu'il la retirait, mais qu'il allait réécrire la chanson. Et finalement, il est venu devant les internautes pour poster une vidéo d'excuses. Conjugal, quelconque abus conjugal. C'est un truc que je blâme éperdument, donc loin de moi l'idée. Et quand j'ai écrit ce titre-là, j'étais à des années-lumière de penser à ça. Pendant tous ces mois où j'ai fait ce titre-là, personne ne l'avait vu comme ça. Je préfère carrément le supprimer. Je veux pas qu'il y ait de quiproquo, surtout pas. Désolé pour toutes les personnes qui l'ont pris comme ça, toutes les personnes qui ont peut-être vécu ça, ou toutes les personnes qui sont peut-être à qui ça a peut-être résonné de la sorte. Je suis littéralement désolé. Ce qui n'a bien évidemment pas suffi, parce que depuis, il a carrément dû supprimer son compte Twitter. Alors, l'histoire est particulière et intéressante en même temps parce que Taiki pour certains, ou Tassé, moi je vais dire Taiki, on l'a vu grandir petit à petit sur les réseaux sociaux et souvent on revient justement sur la personnalité affichée ou alors le branding des chanteurs de R&B. Et ce qui était très intéressant chez lui, c'est que au début, il avait vraiment le côté gendre parfait, chanteur de R&B qui plaît à tout le monde, qui fait les petites chorés sur TikTok, qui est très accessible. Et donc du coup, beaucoup de gens se sont sentis énormément proches de lui. Et de l'autre côté, progressivement, parce qu'effectivement c'est un chanteur qui se revendique de l'école du R&B, il a instauré la personnalité beaucoup plus lover, sexuelle, testostéronée, qui fait partie intégrante des chanteurs de R&B. Le chanteur de R&B chante l'amour, il chante l'amour dans la chambre, et donc de fait très souvent il a ce truc de moi je prouve. D'ailleurs moi je prouve, c'est un de mes titres préférés de Taiki. Très souvent dans cette dialectique-là, on retrouve le côté où beaucoup de ces chanteurs-là veulent montrer au public féminin qu'ils les regardent, qu'ils les admirent, qui sont des espèces de Viagra sur pattes, qui ne font pas que chanter, et qui sont aussi capables, quand ils arrivent dans la chambre, de les amener au 7e ciel. Parler de sexe avant, me parler de love. Donc progressivement, il a installé ce truc du lover un peu... parfois too much d'ailleurs, parce que des fois on tombait sur ces lives de TikTok là, la voix grave, le léchement des babines bien saillantes là. Et donc du coup, beaucoup de ces fans féminines étaient totalement en extase derrière cette espèce d'Apollon qui d'un coup prouvait ou alors semblait leur prouver qu'il était vraiment ce qu'il chantait derrière la chanson. Même si parfois derrière il y avait ce côté too much qui des fois s'effondrait carrément dans le burlesque. Si ce soir un groupe de femmes magnifiques m'interpelle et me demande mon prénom, je serai dans l'obligation de leur dire que je m'appelle Ricardo Sanchez. Et si elles sont pas contentes, tu vas leur dire quoi? Que je m'appelle Aïssé Toupego. Ah, c'est Toupego. Salut, on t'a déjà parlé du Père Noël et de son sac rouge? Ouais, son sac rouge bien rempli, bien garni.
Oui, je suis d'accord avec vous. Ça peut être un peu creepy, un peu gênant et surtout, il n'a pas besoin de ça, on est d'accord. C'est quelqu'un qui a une vraie culture gospel, qui fait de vrais shows, il se donne sur scène. Yeah. Donc limitons les efforts, ils sont déjà morts, il m'a sport. Mais ce truc un peu graveleux, mimiqué, a toujours fait partie du spectre général d'une certaine partie des chanteurs de R&B et justement actuellement s'oppose à deux choses que Tyke a rencontré dès qu'il a commencé à aller sur scène. Parce que bon voilà, quand c'était virtuel, il y avait un truc qui était comme pas épiphanié. Quand il est monté sur scène, on a commencé à voir venir les fameuses polémiques. Parce que sur scène, ça devient très sexuel, les filles montent avec lui, elles ont envie de twerker, de le toucher, elles ont envie justement que ça se prouve. Tout ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a fait fantasmer, tout ce qui fait partie du personnage et qui les rend folles, soit représenté sur scène. De l'autre côté, le chanteur ayant la même envie, vu que c'est une partie de ce qu'il veut vendre à son public, ça nous a donné les fameuses scènes successives qui ont entraîné les polémiques. En vérité, moi, en tant que passionné de R&B, je suis totalement habitué à ce genre de scène parce que c'est le typique, le propre du chanteur de R&B US en fait. C'est-à-dire qu'on sait quasiment tous d'ailleurs que les hard fans de R&B en général se mettent toutes devant parce qu'elles espèrent que toujours il y a ce moment dans le concert prévu où il y a une ou deux chansons qui seront chantées avec une fille qu'on fait monter sur scène. Il y a le entre parenthèses petit jeu de séduction, ça repart et le show continue. Vous vous rappelez peut-être pour certains l'épisode qui avait fait boom avec Usher sur Trading Places parce qu'il faisait monter, d'ailleurs pour le coup il avait embauché la danseuse, mais ça avait totalement explosé quand il passait à Paris parce que c'était très borderline. Kate suite a eu son épisode où il mettait quasiment une espèce de lit sur scène pour ce moment-là. La fameuse vidéo de Tyke qui se laisse toucher l'entrejambe par les fans en délire. Nous rappelle bien évidemment, et là, sans suspicion de quoi que ce soit, mais le roi de tout ça, à savoir R. Kelly. Mais vous remarquerez que au cours des dernières années, ça a commencé à beaucoup s'affaisser. J'ai été voir récemment Division sur scène. Pour ceux qui ont vu le show, quand ce moment-là est arrivé, il était très froid. Il a fait les choses de façon très professionnelle, sans emphase, sans rien du tout. C'était très carré, même avec une sorte de distance quand même. Même si les filles insistaient et tout, c'était très distant. J'ai regardé effectivement pour ça tout le dernier show de Usher à Vegas, il n'y a plus ce moment-là. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours ce moment. Depuis, il l'a retiré. Et sur la précédente tournée d'ailleurs, on avait appris que c'était des actrices payées. C'est-à-dire qu'il faisait le truc, après il faisait genre, ouais, je cherche une meuf dans la salle. Et la meuf qu'il prenait, c'était une meuf qu'il connaissait pour pouvoir faire le show. Chris Brown même, qui vient de commencer sa tournée à Dublin, j'ai regardé les premiers extraits justement sur Take You Down, parce qu'il fait toujours monter une fille sur Take You Down. Il fait monter une fille, mais on voit qu'il fait beaucoup de pompes. Oui, il fait encore le moment où il monte sur elle pour faire le petit truc là, mais c'est extrêmement rapide. Et l'extrait entier, vous voyez qu'il est principalement en train de faire ses petites pompes, alors qu'à l'époque, il était principalement sur la fille. Pourquoi? Parce que l'époque a changé et notamment à cause de l'affaire R. Kelly. R. Kelly, c'est le socle principal de tout le R&B moderne artistiquement. Et de tous les différents personnages d'ailleurs que vous allez retrouver dans le R&B, notamment ce personnage du mec en super testostérone qui peut séduire toutes les femmes. Vous regardez les concerts, elles sont quasiment toutes folles en délire. Même pendant l'affaire MeToo en fait. C'est-à-dire que même en 2018-2019, vous voyez les concerts de R. Kelly, elles sont à fond derrière lui. Elles disent même que un mute R. Kelly, elle tienne des palos, c'est-à-dire que cette espèce d'euphorie sexuelle qu'il avait tramée chez ses fans a eu un gros pan de sa carrière. Et je dis souvent à une amie que d'ailleurs son dernier album s'appelle The Buffet, c'est-à-dire que The Buffet, c'est l'idée que voilà, je suis le grand consommateur et le buffet ce sera effectivement toutes les jolies dames de la table. Ce qui pendant ces grandes années était admiré ou pas trop pris au sérieux par son public R&B, mais R. Kelly a fini en prison pour exactement ce même genre de raison. Chris Brown est accusé d'agression sexuelle, de viol sur plusieurs femmes. Trey Songz
est accusé d'agression sexuelle, de viol sur plusieurs femmes. Et en fait, d'un coup, ça a complètement démystifié cette espèce de relation entre les chanteurs de R&B et leurs fans. C'est-à-dire que c'est ancré dans le réel parce que très souvent aussi, ce sont leurs fans qui se plaignent d'avoir été agressés, abusés sexuellement. Donc d'un coup, le jeu de séduction est devenu réel et ils font super attention quand ils montent sur scène parce que l'autre raison qui n'était pas là il y a 10-15 ans, c'est que les regards sont portés sur eux et ce n'est plus que le public R&B. C'est-à-dire que avant, ce que je vous raconte là, peut-être que certains ont juste écouté les chansons de R. Kelly, sont passés à côté. C'est-à-dire que c'était principalement, même aux États-Unis, beaucoup de fans de R&B qui connaissaient plus ou moins cette culture-là. Aujourd'hui, une fan poste la vidéo du concert auquel elle était de n'importe quel artiste de R&B. Si Usher refait ce qu'il faisait en 2011 sur Trading Places et on le poste sur internet, mais tout le monde va voir et plein de gens qui n'ont absolument aucun rapport, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe, ce qui se trame entre les fans et leur artiste, cette espèce de jeu de séduction, vont être hyper outrés, mais ils vont surtout se dire que mais en fait ils sont complètement malades. Est-ce qu'ils ne peuvent pas chanter comme tout le monde? De te faire l'amour, ton corps est aussi beau que l'or, que l'aurore. Et c'est là où se situe la feuille de paille sur laquelle tient l'équilibre de l'image de Taïk. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a ce côté où mes fans et moi, on prouve blablabla, on se kiffe parce que dans les soirées, mais vous voyez que déjà sur le territoire même de tout ça, ça devient petit à petit anachronique parce que les gars veulent se protéger. Ils se disent que la fan va dire après peut-être qu'elle était sous emprise. Ça peut entraîner d'autres choses aussi du point de vue de l'image. Mais en plus, Taïk dans son format, on peut dire qu'il va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il fait parfois exprès d'être un peu borderline. Moi, j'avais jamais vu par exemple quelqu'un humer un slip qu'on lui jette sur scène. On voit souvent les fans jeter leurs sous-vêtements aux chanteurs de R&B sur scène. Mais le geste de l'avoir humé, même si on peut penser que c'était fait dans une sorte d'humour, c'est vraiment le côté où, voilà, je veux montrer à mes fans que, voilà, j'y vais, quoi. Ce truc-là de Viagra sur pattes, de testostérone de ouf, faut bien comprendre que pour la personne qui va voir ça de l'extérieur, à l'époque d'Internet, ça ancre totalement une image de pervers sexuel, avec en plus tout ce qui se dit chez les chanteurs plus ou moins US déjà, du genre dans lequel ils se revendiquent. Parce qu'au-delà de la description que je viens de vous faire, le second problème de fond, c'est qu'on est en France. Fallait que je rassure en fait les gens qui se sont dit encore une fois ce soir, qu'est-ce qui se passe encore Taïki, les concerts, les shows, qu'est-ce qu'il y a? L'image même que certains peuvent avoir de Usher ou de R. Kelly ou de certains chanteurs américains, même si elle est gênante, c'est un américain quoi, ils vont se dire voilà il est loin de moi. Taïk va bénéficier du fait qu'il parle en français, il est proche, tout ce qu'on a dit au début là, voilà c'est quelqu'un qui leur ressemble dans un sens, donc au début ça crée une sorte de proximité qui joue aussi sur l'affect qu'on peut avoir sur ces chansons. Mais de l'autre côté, ce même truc là fait que les francophones sont plus attentifs à ce qu'il va dire ou faire. Vous le voyez dans le fait que les Français adorent Rihanna. Elle vend beaucoup plus que plein de stars internationales en France, plus que Alicia Keys, plus que Jennifer Lopez et ce genre de choses. Mais finalement, c'est très difficile dans l'écosystème français de trouver ou de faire une Rihanna en fait. Quelqu'un qui serait aussi exubérant parce que Rihanna est internationale. Dès que tu deviens une pop star à la française, le regard ne sera plus tout à fait le même et ça se retranscrit aussi très souvent chez les chanteurs, notamment quand tu commences à avoir une audience de plus en plus forte. C'est-à-dire que quand Taïk n'était que le petit chanteur de R&B dans son coin, ça ne dérangeait personne parce que ce n'était que son audience et leur mimique et leur jeu entre eux. Mais dès que ça commence donc à grossir, tout le monde s'intéresse aux paroles, tout le monde s'intéresse à ce qui est dit et comme il prend le parti d'avoir des textes très très souvent assez explicites parce que bon, c'est le genre dans lequel il se trouve, ça a donc créé un faisceau. Parce que tu peux parler de sexe dans les chansons françaises, dans la variété quasiment, tous les chanteurs de variété parlent de sexe, mais c'est la langue française en fait, c'est-à-dire qu'elle est très riche, c'est parfois, il faut jouer de la subtilité, des doubles sens, c'est-à-dire qu'il m'a quand même fallu avoir 26 ans pour me rendre compte que Vanessa Paradis parlait d'autre chose dans Joe le Taxi. J'en suis toujours très très choqué d'ailleurs. Ça a changé ma vie parce que vous savez, je ne m'en rendais pas compte en fait. C'est-à-dire que toute mon enfance, on écoutait Joe le Taxi à la radio, ce genre de choses. Le jour où j'ai compris, et j'étais déjà aussi vieux, c'est que ça passait à la radio, je me suis dit mais attends, damn, réécouter la chanson. Et le fait que ça voit sur une enfant de bébé et que tu entends quand elle dit vas-y fonce Joe, je te dis what the fuck. Et très souvent dans la variété, on est dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on est dans les jeux de mots, alambiqués, il faut rechercher pour y arriver.
Sauf que Tyke, justement, du fait de son modèle de façon générale, est déjà largement plus explicite. Et c'est exactement ça qui va nous mener à la polémique de Quand tu dors. On a en France énormément d'artistes, parfois des rappeurs, qui disent des dingueries. Des fois, je te dis, mais pourquoi est-ce que quelqu'un coucherait ça sur une feuille de papier? Et j'aime passionnément le R&B, vous le savez, mais cet aspect show, spectacle, blablabla, braguette, machin, c'est un truc qui ne me touche absolument pas. Des fois, ça peut me faire sourire, mais en vrai, je suis pas du tout la cible de ce genre de truc. Mais force est de constater que des textes parfois légers, problématiques, gênants de Hamza, ou même de Damso, ou même de PNL sur différents. Je vais pas mettre beaucoup d'extraits pour que la vidéo soit pas bloquée, mais des textes comme celui-ci. Elle est pure, la feuille est sans rature. Pas majeure, mais sa bouche est mature. Ça fait un peu polémique, mais les gens passent globalement dessus. D'ailleurs, pareil aux États-Unis, la chanson What Do You Mean de Justin Bieber, le texte était clairement problématique par rapport au consentement. Parce qu'il lui dit parfois tu dis oui, parfois tu dis non, je ne suis jamais vraiment sûr avec toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? On avait aussi accusé Jeremiah avec Birdie Sex de faire comme si le sexe le jour de l'anniversaire était un dû de la part des hommes. Pareil, Back to Sleep de Chris Brown à sa sortie avait causé énormément de problèmes parce que la femme se réveille et il dit qu'il va la rendormir de façon sexuelle sans établir où que ce soit dans la chanson la notion de consentement, et il y avait eu pas mal de problèmes par rapport à ça. Mais eux sont aux États-Unis, un autre territoire où ils peuvent avoir un public de niche et en vivre totalement. Et en France, Damso et les autres rappeurs, malgré tout, ne constituent pas derrière eux tout ce faisceau qui pourrait donc prêter à l'image du gars un peu trop libidineux. C'est-à-dire que c'est tout l'ensemble de ce que Tyke porte là, toutes les petites polémiques, tout le jeu auquel il joue, et que ses fans de base peuvent comprendre parce que c'est entre parenthèses un jeu qu'ils connaissent aussi, qui fait partie d'une certaine idée du show. Bah en fait ça passe déjà très mal chez une grande partie du public francophone, mais rajouter à ça Quand tu dors ou le wording, c'est-à-dire que la manière dont c'est raconté cette espèce de relation conjugale qu'on peut comprendre en fait, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'effectivement un couple, comme lui-même le précise au début de la chanson, se dit est-ce qu'on va faire une espèce de jeu de séduction, réveiller son ou sa partenaire dans l'idée d'avoir une relation intime quand les deux personnes sont totalement consentantes. Je pense que ça se fait très souvent et que voilà, c'est la vie privée des gens. Le mettre en chanson aussi, c'est tout à fait possible. Le seul problème, c'est que la manière dont il amène la chanson peut peut-être être compréhensible pour son public de niche, et c'est précisé au début que c'est un jeu de rôle et ce genre de choses. Je dis juste qu'on peut changer un peu les choses, on peut se surprendre. Ouais. Ok, imagine un truc. Mais au niveau où il est arrivé, et avec cette image, forcément ça fait grincer. Et en plus, beaucoup de gens ont sans doute lu les paroles qui sont effectivement très gênantes, sans avoir tout l'historique du titre qui avait déjà été supprimé. Mais surtout en ayant en tête l'image qu'ils ont déjà de Tyke au vu de toutes les différentes polémiques qui ne correspondent encore une fois pas totalement à l'image du lover à la française que certains aiment. Je suis rentré mais tu dors. Je dois te réveiller. Pour la petite histoire, à la première écoute de la chanson, j'ai eu un doute. C'est-à-dire que un pote avec lequel je travaille m'a envoyé le truc à minuit, il m'a dit c'est mon titre préféré. Donc dans la journée très tôt, j'ai écouté l'album et je me suis dit ah, il est vraiment pas mal, mais je me suis dit tout de suite les paroles là sont un peu, je sais pas, je lui ai dit, il m'a dit ouais mais tu sais c'est le projet R&B, c'est juste pour les fans de R&B et tout. Et après ça m'est passé au-dessus et j'ai continué ma journée. Et vers 18h, je lui envoie un message pour lui dire ah, je suis passé sur Twitter et il a supprimé la chanson. Et lui il m'a dit après c'est vrai que ça m'étonne pas au final. C'est-à-dire que je pense que c'est pas tant le fait qu'il voulait faire une apologie du viol, même si effectivement, si on lit le texte, on peut se dire que c'est ça, parce que ce n'est pas l'idée derrière tout l'ensemble de l'œuvre, mais ça peut paraître ça, surtout que l'image qu'il a, la feuille de papier sur laquelle il tient son côté un peu sexuel, commence à devenir beaucoup trop gênante pour une partie du public francophone. Et c'est pour ça que finalement je ne suis pas surpris qu'il ait décidé de supprimer, même si dans un premier temps, et c'est là que je me suis dit qu'il n'a pas tout à fait compris quand il a dit qu'il va réenregistrer, parce que je comprends en fait musicalement quand il dit qu'il veut réenregistrer, il veut pas réenregistrer en disant que ouais je vais décrire un autre abus sexuel, non, il veut réenregistrer parce que musicalement il comprend qu'il l'a mal écrite, il voudrait la réécrire parce que la chanson est pas mal, mais factuellement le dire comme ça en mode je vais réenregistrer, pour des gens qui déjà de base même, pour beaucoup les textes de R&B qu'il fait
faits sont déjà trop explicites, bah alors là, leur expliquer que je vais réenregistrer artistiquement, peu vont comprendre. Donc c'est une rue sans issue que selon moi, rien que moi, modestement moi, il devrait éviter et peut-être plus se recentrer sur le côté lover, simplement, et progressivement dégager la partie sexe, même si ça fait plaisir, j'imagine, à son audience de base. Pourquoi? Parce que plus il aura du succès en mainstream, plus ça peut devenir le talon d'Achille de son propre format. C'est-à-dire que autant au début là, comme je vous l'expliquais, c'est plus ou moins sur ces deux pieds là qui tenaient, gendre parfait, il a fait venir avec tout ce côté là, plus il aura de visibilité, plus c'est ce même truc là qui pourrait être utilisé contre lui pour le discréditer, pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout perméable à énormément de gens. Déjà aux États-Unis ça devient limite, mais encore plus en France. Et de l'autre côté, ça a été prouvé dans la séquence de cette polémique. Si on reprend le cheminement, ça s'est passé je crois mardi, il a supprimé la chanson dès mardi. Mercredi, la polémique aurait peut-être dû s'affaisser, mais ce n'est que jeudi que je crois que tous les gros médias commencent à la relayer, BFM TV et tous les autres en parlent. Et c'est pas pour faire un comparatif amélioratif, parce que encore une fois ici, moi dès que je l'ai écouté, j'ai eu un tic. Et moi je suis un fan de R&B, j'ai eu un tic. J'ai dit à la personne avec laquelle je travaille, il m'a dit ah mais tu sais c'est pour le projet R&B et je suis passé à autre chose dans ma journée. Mais j'ai eu un tic. Donc ça m'a pas trop surpris que ça buzz sur Twitter quand j'ai commencé à voir ça. Mais je pense qu'il y a une nuance entre quelqu'un qui écrit mal ses mots, qui les amène mal, et ça peut donc faire penser à l'apologie du même si je pense qu'il est pas suffisamment fou pour faire une chanson apologie du en 2023. Donc je pense que c'est vraiment le wording, la manière dont il l'a amené, et quelqu'un qui fait une chanson où il va dans l'apologie du et on a pu voir que quand c'est passé en mainstream, personne n'en a parlé en fait. C'est-à-dire que personne n'a fait cette nuance-là. Ils ont posé les paroles en disant bah c'est horrible, c'est affreux, chose que je ne nie pas. Mais il y avait quand même un contexte qui n'a pas été amené, pas pour le défendre, mais parce que c'est factuel. On voit bien au début de la chanson qu'il dit si on faisait un jeu de rôle, blablabla. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien écrit, pas bien écrit. Je dis juste que bah si les gens sont capables de nous expliquer toute la journée comment Pierre Palmade va mal et comment Pierre Palmade, le pauvre et tout, ils peuvent aussi nous expliquer que oui, Taïk a fait une chanson qui peut paraître comme l'apologie du mais c'est dans ce contexte-là, ça. Il a dit qu'il a supprimé, mais son objectif premier n'est clairement pas de dire aux gens d'aller avoir des rapports abusifs avec leurs partenaires. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça et qu'on va encore me tomber dessus, mais je trouve que c'est quand même une nuance qui fait la différence. Et le fait qu'elle ne soit pas faite selon moi devrait lui donner la puce à l'oreille de faire attention avec ce personnage beaucoup plus sexuel, parce que apologie du peut-être encore truc sur scène et tout, ça peut commencer à faire beaucoup sur le CV d'un artiste qui grandit et qui commence à avoir une forte audience en France. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur. C'est compliqué d'aller à la télé, de chanter du Aznavour et de le faire plutôt bien, de séduire une très large audience et dans le même temps de garder ce personnage très explicite, notamment sur scène à ce niveau-là, parce qu'effectivement il y a des gens qui sont choqués de façon légitime et c'est pour ça qu'il a bien fait de s'excuser. Et suivant cette même logique, il y a aussi des professionnels de l'outrance et chez ceux-là ça peut devenir une cible facile, à savoir qu'on va totalement résumer son travail à ça, à cette image Nicky Larsonienne, alors que malgré tout le gars derrière il travaille, il bosse, il fait des shows, le projet est même plutôt bon. Et vous voyez là je viens de dire que le projet est plutôt bon, mais pour beaucoup ils vont entendre que je soutiens le fait de parler de ce genre de choses et c'est là le risque qu'il peut avoir dans sa carrière, c'est-à-dire que cette image là surplombe manifestement son travail. C'est maintenant que et surtout maintenant que tout le monde connaît et que tout le monde te connaît et que la seule chose la plus marrante à voir maintenant que t'es monté, c'est de te voir descendre. Ça c'est relou, tu vois. Ce n'est que ma petite opinion, vu que nous arrivons à la fin de cette vidéo, que vous m'avez demandé de faire avec beaucoup de messages. Surtout que je crois que c'est la première vidéo où je parle de lui sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner tous vos ressentis, positifs ou négatifs. Là, pendant que je vous parle, normalement s'affiche à l'écran des numéros de plusieurs associations dans les 5 pays qui regardent le plus la chaîne. J'ai moi-même appelé pour essayer de me renseigner sur savoir comment dénoncer ou juste parler quand on a vécu un rapport abusif. Je tiens à dire ici qu'effectivement, que ce soit en relation, non-relation, le consentement reste la pièce maîtresse de toute relation saine. En fait, moi je ne comprendrai jamais comment d'ailleurs on peut... voilà, c'est un avis personnel, mais en tout cas, si vous avez vécu quoi que ce soit qui s'est passé contre votre volonté, ce n'est pas de votre faute. Il y a des gens auxquels vous pouvez parler. Pour le reste, je vous ai expliqué ce que je pensais de l'image de Taiki sur ces points-ci, du personnage repris sur les chanteurs de R&B américains, sur lesquels eux-mêmes commencent un peu à trembler parce que ça s'est matérialisé. Selon moi, mais on en parlera
une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. R. Kelly a tué ce personnage là, c'est-à-dire que ça vient de son impact en fait. Je pense que progressivement, ce sera de plus en plus difficile pour les chanteurs de refaire ça après R. Kelly. Il l'a tellement incarné et vu comment il a fini, ça devient trop difficile de faire la nuance qu'à la base c'est censé être un jeu de... Voilà, c'est-à-dire que c'est devenu trop réel parce qu'il l'a trop incarné, il l'a amené trop haut. Mais ça, ce n'est que mon opinion, donnez-moi la vôtre. Comment voyez-vous Taï? Comment voyez-vous son avenir? Il y a 2 ans, j'avais fait un tweet quand il a commencé ses shows où je posais la question de savoir comment est-ce que les Français vont réagir sur le long terme avec ce genre de show. Est-ce qu'on va aimer comment on aime chez les Américains ou alors est-ce qu'on sera beaucoup plus frileux? Et c'est pour ça que finalement tout ça me semble très intéressant et que vous appréciez ça. Est-ce que ça vous a repoussé? Est-ce que vous comprenez aussi le fait que en France les rapports soient totalement différents au niveau de l'image, qu'on a d'abord des Américains et qu'on puisse avoir aussi des artistes français? Qu'avez-vous pensé du fait qu'il ait décidé de supprimer la chanson? J'ai eu un cas de conscience, j'ai compris pourquoi il l'a fait, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Mais de l'autre côté, on commence aussi à avoir de plus en plus ce truc où Beyoncé et Lizzo sont obligés de supprimer, de réenregistrer la chanson après qu'elle soit sortie. Taylor Swift est obligé de supprimer un passage de son clip après que le clip ait été fait parce qu'on l'a accusé de grossophobie. Et il y a une partie de moi qui se questionne par rapport à tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette polémique. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.